Véronica Dorman, journaliste à Libération, Ksenia Bolchakova, qui est prix Albert Londres 2022. Toutes les deux sont mes invitées pour ce documentaire Un peuple qui marche au pas et ce livre qui est consacré à l'enquête que vous avez menée dans votre pays d'origine, cette Russie, que vous ne reconnaissez plus aujourd'hui, la Russie de Poutine. Est-ce que vous pouvez dire, Véronica Dorman, que cette révélation montre aujourd'hui un peuple qui marche au pas ? Ce que Poutine a fait à la société russe ces 10-15 dernières années est assez impressionnant. Et effectivement, la société a été à la fois terrorisée par un appareil législatif de plus en plus répressif et une propagande de plus en plus massive et une espèce de programme de lavage de cerveau qui fait que c'est une société qui se tient... qui se tient tranquille et qui ne résiste pas et qui ne proteste pas, mais qui ne marche pas à la baguette. Donc c'est ça un peu le fond de ce projet, c'était de montrer que pourquoi est-ce que quand les chars russes déferlent sur l'Ukraine, on a l'impression de l'extérieur que tous les Russes soutiennent cette opération spéciale, comme l'appelle le Kremlin, parce eux ne sortent pas dans les rues pour protester, pour crier leur refus de la guerre. Et en réalité, c'est pas un soutien actif, c'est pour plein de raisons une non contestation de la politique de Poutine. Oui, Ksenia Bolchakova, vous dites le 24 février, notre langue maternelle est devenue la langue de la guerre. Et que tout a changé au fond pour vous. Beaucoup de choses ont changé. Le 24 février, c'est vraiment un tournant pour nous. D'abord en tant que journaliste, parce qu'effectivement, on travaille sur ce sujet qui est très difficile, mais aussi à titre personnel, parce que toutes les deux, on est originaires de ce pays-là. Quand on dit que le russe est devenu... la langue de la guerre, c'est aussi devenu la langue de la manipulation de l'histoire, du mensonge. La langue russe, aujourd'hui, c'est aussi au nom de quoi les soldats russes combattent en Ukraine, parce qu'on nous parle quand même de la défense des russophones, qui seraient victimes d'un génocide de la part de nazis ukrainiens qui sont en train de commettre donc un génocide vis-à-vis de ces populations russophones. C'est un des premiers arguments qui avait été avancé par Vladimir Poutine pour justifier son invasion de l'Ukraine. Donc la langue russe, c'est la langue de la guerre, la langue de l'agression. Et pour nous, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre parce que c'est aussi notre langue maternelle. Ouais. Donc c'est aussi... nous, on parle d'identité estropiée parce qu'on ne se reconnaît plus dans ce pays-là. On ne reconnaît plus ce pays-là. Et il y a la vraie question aussi de la transmission qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de cet héritage, de cette russophonie qui est la nôtre? Comment est-ce qu'on transmet ça à nos enfants et comment est-ce qu'on leur explique ce qui est en train de se passer? Donc toutes ces questions-là, en fait, sont entremêlées. Oui, on regarde un extrait de votre documentaire, La Russie, un peuple qui marche au pas. Regardez. Où est-ce que tu diriges ton arme? Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais vraiment m'énerver, c'est pas possible. Il faut respecter les règles de sécurité. Je m'appelle Olga Zakhran et je dirige un centre sportif militaro-patriotique appelé le Jeune Soldat. Aujourd'hui, nos guerriers russes accomplissent leur devoir envers la patrie. Ils défendent le monde russe. Et oui, nous entraînons les enfants pour qu'ils soient prêts à affronter les heures sombres qui arrivent. Toujours, avant de viser, il faut bien faire attention à retenir sa respiration et enlever le cran de sûreté. Où est-ce que tu diriges ton arme? Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais vraiment m'énerver, c'est pas possible. Il faut respecter les règles de sécurité. Si tu t'habitues à mal faire, Dieu nous en garde, un malheur peut vite arriver. Dasha, approche. Ce sont des images en même temps terribles. C'est ce qu'on appelait la lunarmia. Cette espèce d'endoctrinement, de militarisation des enfants aujourd'hui en Russie. Ça, c'est quelque chose qui a commencé subrepticement déjà depuis quelques années. Les premières unités de la Yunarmia étaient assez petites et ont été lancées à partir de 2016. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un nombre assez colossal d'enfants qui sont dans ces mouvements de jeunesse militaro-patriotique, qui sont 1 200 000. Et ça, c'est juste la Yunarmia. Et ça, c'est juste la Yunarmia. Il y a d'autres organisations. Et l'idée, c'est de faire des petits soldats, à la fois de leur apprendre à manier les armes, de leur expliquer que la guerre, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie et que aimer sa patrie, c'est être prêt à mourir pour sa patrie. Donc, c'est le sacrifice. Oui.
Oui, c'est au-delà. C'était une sorte de martialisation de la société russe aujourd'hui. Exactement. Et ce qu'on explique aussi à ces enfants, c'est que quelque part, il y a de la noblesse dans le fait de mourir pour sa patrie. Et ce qu'on explique aussi à ces enfants dans ces classes militaro-patriotiques, c'est que la guerre qui est menée aujourd'hui par la Russie en Ukraine est une guerre juste. C'est-à-dire que ce qui est mis dans la tête de ces gamins, c'est cette idée le soldat russe est toujours un défenseur, ce n'est pas celui qui attaque. Et ces enfants, par exemple, sont dans un état d'idolâtrie vis-à-vis des soldats qui sont au front aujourd'hui. Ils ne les voient pas du tout de la même façon que nous ici, comme étant le pays agresseur, une force d'invasion. Et en fait, toutes ces notions se retournent, oui. Toutes les notions sont retournées. En fait, ce qui est noir devient blanc, ce qui est blanc devient noir. Et c'est un des problèmes essentiels aussi pour nous, en tout cas, c'est que va devenir cette jeune génération. Parce que ces enfants-là, aujourd'hui, qui sont dans ces mouvements, embrigadés dans ces mouvements militaro-patriotiques, qui ont leurs grands frères ou leurs parents ou leurs pères qui sont en train de combattre, et comment va évoluer cette partie-là de la société russe, ça c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Oui, une sorte d'immense lavage de cerveau. Mais au fond, on se dit, oh oui, il y a une grande partie de la société russe qui suit Poutine. Mais est-ce que c'est si caricatural ou si clair que ça? Non, justement, et c'est tout le problème et c'est tout le sujet, c'est que il y a une grande partie qui justement ne résiste pas et ne proteste pas, mais en réalité, ce n'est pas une adhésion active et un soutien, et c'est pas même un soutien idéologique de la politique de Vladimir Poutine, c'est pour des tas de raisons différentes le refus de lui tenir tête. Et donc il y a les gens qui y croient. C'est très compliqué d'avoir des proportions aujourd'hui parce qu'on n'a plus de sondages indépendants, il n'y a plus d'instituts de sondage qui fonctionnent, et puis de manière générale, de toute façon, faire des sondages de ce type dans une société autoritaire et en temps de guerre, c'est encore plus compliqué. Mais globalement, il y a les très bruyants va-t-en-guerre patriotes, propagandistes, qui sont à un extrême. À l'autre extrême, il y a les résistants qui osent encore le dire et qui prennent des risques énormes et qui finissent en prison ou qui ont eu besoin de s'exiler. On voit la condamnation de Vladimir Karamurza, des derniers grands opposants à Vladimir Poutine, condamnés à 25 ans de prison. 25 ans pour avoir dit que les soldats russes ont commis des horreurs à Boutcha. Enfin, pour juste l'avoir dit et avoir assumé de le dire. Et donc, c'est trahison et falsification de la vérité. Et donc, la peine maximale, 25 ans, c'est la perpétuité, en fait, en Russie. Mais est-ce que les gens sont prêts à aller mourir? On voit Poutine qui s'est rendu auprès de ses troupes encore, dans la région de Kherson. Est-ce que vraiment... C'est toute la question. Ça veut dire qu'il y a les soldats. Ça, c'est un autre sujet. Les soldats qui sont au front les soldats russes qui sont au front depuis des mois. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, s'ils n'avaient pas envie d'y aller dès le départ et qu'ils se sont retrouvés là-bas? C'est pas le même rapport au combat quand tu es dans une tranchée et que c'est ta survie à toi et la survie de tes camarades qui est en jeu. T'es pas là pour Poutine, t'es pas là pour le drapeau, t'es pas là pour la patrie. En revanche, la société derrière... il y a cet énorme ventre mou dont tu voulais parler. Il y a les deux extrêmes. Et au milieu, il y a des gens qui veulent pas nécessairement mourir pour Poutine. On l'a très bien vu quand la mobilisation générale a été déclarée. Il y a quand même 700 000 hommes qui se sont bousculés aux frontières de la Russie parce qu'ils ne voulaient pas prendre les armes. Oui. Et certains parce qu'ils ne voulaient pas tuer des Ukrainiens, mais d'autres parce qu'ils ne voulaient pas mourir eux-mêmes et ils ne considéraient pas que, quel que soit leur amour pour ce pays, ça nécessitait ce sacrifice-là. Oui. Donc en fait, on peut pas dire que... c'est ce qu'on ça ne se bouscule pas nécessairement au portillon pour aller combattre sur le front, mais c'est un soutien passif, en fait. C'est une espèce de complicité par défaut parce qu'il n'y a pas de résistance. Mais c'est pas un soutien actif. Mais ce qui est intéressant, en revanche, et ce qu'on a découvert aussi, c'est que des jeunes gens, par exemple, nous, on a rencontré Ruslan, 26 ans, qui est informaticien, qui est un jeune homme qui était plutôt, qu'on pouvait classer facilement dans cette jeunesse un peu libérale, anti-Poutine, qui a même manifesté quand il y avait des grands mouvements de protestation en soutien à Alexeï Navalny, l'opposant emprisonné en Russie. Donc Ruslan, qui est plutôt contre Poutine, plutôt contre la guerre, quand il reçoit son ordre de mobilisation, il y va, le jour même, sans se poser de questions. Oui. Donc, parce qu'il a l'impression de pas avoir le choix en plus. Oui. Parce que ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est de se dire, si j'y vais pas, pourquoi moi je n'y vais pas alors que mes copains y vont? Est-ce que je suis un lâche si je n'y vais pas? Il y a aussi beaucoup de choses, au-delà de la figure de Vladimir Poutine ou du régime poutinien, c'est aussi ce qu'il y a dans la tête des Russes avant Poutine. C'est-à-dire cette image de l'homme russe doit être un homme fort, ça doit être un soldat. Il y a quand même une vision un peu masculiniste aussi de la société, assez patriarcale. Et donc toutes ces notions-là aussi
oui, elles servent, entre guillemets, à mobiliser les Russes et aussi à convaincre cette jeunesse, même cette jeunesse-là, à partir combattre. Oui, cette fameuse phrase « I am sorry, I am Russian », qui était au fond le ressentiment. On se dit, mais quel échappatoire! Finalement, ils savent qu'ils ne pourront pas, que l'Europe ne veut plus d'eux, ne veut pas d'eux aujourd'hui, et qu'au fond, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre Poutine. Quelle est la difficulté morale aujourd'hui quand on est russe? Où on se situe? On se situe, là, aujourd'hui, après 14 mois de guerre, on est dans un tunnel sans fin. Et alors, je ne sais pas si c'est une impasse ou c'est juste un très très long tunnel, mais l'impression que effectivement, les dernières chances de s'arrimer à l'Occident, à l'Europe et au monde en général de la Russie ont volé en éclats avec cette offensive. Et pour les Russes qui sont restés en Russie, le sentiment d'être emmurés vivants un petit peu, parce qu'ils sont dans il y a un nouveau rideau qui est tombé. Le monde a des bonnes raisons d'avoir peur aujourd'hui de la Russie et de la rejeter, ce qui n'était pas vrai il y a 15 mois. C'était vrai dans le discours de Poutine. C'est Poutine qui disait ça, mais c'était pas vrai dans les réalités. Aujourd'hui, effectivement, quand les Russes disent le monde entier contre nous, c'est vrai. Le monde entier voudrait que la Russie arrête de faire la guerre à l'Ukraine et arrête d'envoyer des bombes sur les civils et les enfants ukrainiens. Oui. Ce qui est fou aussi, c'est que, évidemment, il y a la dimension personnelle, puisque vous le dites dans ce livre qui est publié là chez La Thèse, c'est, au fond, vous ne reconnaissez plus ce pays que vous aimez au fond de vous. On l'aime, oui, on ne reconnaît plus beaucoup de choses. Après, pour le coup, c'est un pays qu'on a connu aussi, nous, un peu à distance. On a grandi quand même dans l'immigration, on a grandi en France, Véronica aux États-Unis. Et puis, c'est un pays qu'on a un peu fantasmé. On nous a transmis la culture, on nous a transmis le goût de la musique russe, de cette culture et on a grandi avec cette image d'une Russie qui était finalement toujours assez positive parce que c'était le pays de nos parents et c'est vrai que tout cet aspect positif s'est cassé un petit peu la figure, enfin pas un petit peu, complètement. Ouais. Et nous, on n'a pas eu à en souffrir en fait de cette Russie parce qu'on y allait, on y allait pour les vacances, on y allait pour le travail, on y allait pour s'enrichir, on y allait pour vivre, des choses, essentiellement des choses enrichissantes. Et puis il y avait toujours la France, on rentrait ici. Et ce qu'on reconnaît pas, c'est peut-être aussi qu'on a suivi un peu les désirs de changement et on a cru que ça pouvait être possible tout en étant assez consciente parce qu'on a travaillé là-bas, on voyait bien les réalités, qu'il fallait pas se leurrer non plus complètement, mais on a voulu y croire, un peu comme les personnes qu'on montre dans notre film, et on a voulu croire que la Russie pouvait avancer plutôt que reculer. Et là où on ne la reconnaît plus aussi, peut-être pour compléter, c'est qu'après le 24 février 2022, tous nos amis, beaucoup de confrères journalistes qu'on connaissait là-bas, avec qui on a aussi travaillé sur le terrain, tous sont partis. C'est-à-dire que Moscou, par exemple, s'est vidé de toutes les personnes qu'on aimait très très fort et qu'on avait l'habitude d'aller voir quand on allait là-bas. Il ne reste plus personne. C'est des gens qui ont dû prendre la fuite. On a une de nos meilleures amies qui a déménagé 25 fois depuis le début de la guerre parce que elle est partie dans l'urgence avec un sac à dos, d'abord à Istanbul, puis à Tbilissi, puis d'ailleurs on lui dédie ce livre, qui ont pris la route de l'exil. Donc c'est là où on ne reconnaît plus ce pays aussi, c'est parce qu'il a rejeté toutes les personnes qui refusaient de marcher au pas, qui refusaient de s'aligner justement et d'être dans cette ligne choisie par le pouvoir russe. Donc on dit souvent un peu qu'à notre avis, en tout cas, le pays a muté et pas forcément dans la bonne direction. Ouais. Mais au fond, vous vous dites, vous êtes longtemps demandé, comme beaucoup, qui est vraiment Poutine, c'est de comprendre ce personnage. Vous dites pas, au fond, aujourd'hui, le problème, c'est même plus Poutine, ça va au-delà. Moi, je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est pas que Poutine, dans le sens où Poutine est l'émanation aussi d'un temps, d'une société, d'un système politique, et que la responsabilité de la société russe globale, c'est qu'ils ont laissé ce régime s'installer, mûrir, muter aussi, prendre. Donc. Mais sauf que si, le problème, c'est Poutine, dans le sens où c'est lui qui veut cette guerre. Lui, il la veut très activement. Et tant que lui ne décidera pas qu'il n'en veut plus ou qu'il faut l'arrêter, la guerre n'arrêtera pas. C'est-à-dire que les Russes, dans leur ensemble, soient pour ou contre, ça a beaucoup moins d'importance que Poutine. Donc c'est là où c'est lui qui est responsable de ce qui est en train de se passer. C'est que c'est lui l'instigateur de cette guerre et il n'y a que lui qui peut décider qu'elle cesse. Mais en même temps, c'est un peuple qui a le président qu'il mérite. Aussi. Ah oui. Bien sûr. Oui, parce qu'il n'est pas sorti de nulle part. Oui.
parce que c'est le fruit d'une époque. On avait un des intervenants du film, Sergueï Medvedev, un historien, qui disait une phrase que je trouvais assez juste, quasiment intraduisible. Il disait que c'était pas la Russie de Poutine, mais c'était le Poutine des Russes. C'est que c'est un président que les Russes n'ont jamais challengé, n'ont jamais essayé de remplacer par quelqu'un d'autre. Les mouvements de protestation ont tous fini par des échecs. Il n'y a jamais eu vraiment de véritable opposition. Alors bien sûr, il y a un appareil répressif en face qui est extrêmement puissant, mais il n'y a pas eu... Ouais, il y a beaucoup de lavage de cerveau, pardon, je t'interromps, mais il y a beaucoup de lavage de cerveau, mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que ce lavage de cerveau est aussi tombé sur un terreau qui était prêt à l'accepter. Et c'est pas simplement, on n'a pas hypnotisé et lobotomisé tous les Russes pour leur dire que Poutine, c'est votre héros. C'est que globalement, cette acceptation de la stabilité que proposait le régime d'un homme qui semble fort, rigoureux, respectable, l'Europe le respecte, en a peur, les États-Unis, on leur tient tête. Et donc, la propagande a nourri tout ça, mais les Russes, globalement, dans leur grande majorité, pour le coup, électorale, se sont pas fait tordre le bras pour le soutenir. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils sont prêts à mourir pour lui. Oui. Mais ils sont prêts à le soutenir. Oui, mais il croit à la théorie de la nazification de l'Ukraine, il croit au fond à tout ça. Ça, il faut quand même noter que cette théorie de la nazification de l'Ukraine, c'est quelque chose qui est distillé depuis 2014. À partir du moment où la rébellion séparatiste éclate dans le Donbass, que la Russie y envoie ses hommes, qu'elle reprend le contrôle de ses territoires, qu'elle annexe la Crimée, l'Ukraine occupe 90% des JT en Russie depuis 2014. Donc, c'est quand même une longue période de temps où tous les soirs, tous les jours à la télévision, on nous répète: l'Ukraine est peuplée de nazis qui sont une menace pour la sécurité des russophones, mais aussi de la Russie elle-même. Cette théorie-là, elle a été distillée petit à petit, elle a été ingurgitée, et aujourd'hui, elle est assimilée par une partie de la population. Oui. Sans que pour autant, la personne qui vous dira il n'y a que des nazis en Ukraine sache exactement de quoi elle parle. Ça veut dire que nazi, c'est une espèce de c'est l'ennemi absolu. C'est l'ennemi absolu, c'est l'épouvantail, c'est l'horreur, mais Oui. c'est pas, elle sera bien incapable, cette même personne, d'expliquer exactement en quoi consiste ce nazisme d'État ukrainien. Et c'est ça qui est c'est ça qui est effrayant aussi, c'est qu'en fait, il y a pas, intellectuellement, c'est pas non plus très construit. C'est pas des gens qui sont endoctrinés réellement avec une idéologie dont ils seraient capables de décrire les ressorts. Merci. Merci à toutes les deux, c'est passionnant. Véronika Dorman et Ksenia Bolshakova. Vous publiez donc ce livre, Un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine, chez Lattès, et un documentaire exceptionnel. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci.